L'étude des processus cognitifs. Après 1945, les études d'intelligence artificielle essayaient de décrire le fonctionnement de l'intelligence dans les termes du fonctionnement des ordinateurs. Ainsi devenaient possibles des simulations informatiques d'activités de l'esprit, jeux d'échecs, démonstrations mathématiques, etc. Pendant longtemps, on s'est assez peu préoccupé d'étudier en détail le fonctionnement du cerveau humain et ses mécanismes. Les chercheurs étaient persuadés qu'il n'était pas nécessaire de le copier dans le détail, mais seulement d'en réaliser techniquement les grandes possibilités fonctionnelles. Cette approche a rencontré de graves difficultés à mesure que l'on constatait combien peu on connaissait les possibilités fonctionnelles qu'il s'agissait d'imiter. Les mécanismes biologiques du cerveau, la structure particulière du traitement de l'information dans le cerveau, jouaient un rôle inattendu. On assiste donc depuis 1970 à un regain d'intérêt pour l'étude du cerveau humain en neurophysiologie et en psychologie expérimentale. Récemment, des chercheurs ont commencé à étudier des machines informatiques, neuronales par exemple, dont la structure imite celle que l'on attribue au cerveau ou qui en reprend des caractéristiques importantes, parallélisme. C'est en quelque sorte un retour au dogme de la machine universelle, selon lequel toutes les structures de machines informatiques, en particulier la structure des ordinateurs de von Neumann, pouvaient convenir pour l'intelligence artificielle dans la mesure où elles définissaient des machines universelles au sens de Turing. Depuis, on s'est aperçu que la difficulté de description du travail à réaliser et les différences de temps d'exécution sur les différents types de machines rendent aléatoire cette équivalence de principe. Structure de machine. C'est dans la structure générale d'une machine à calculer qu'apparaît le mieux la conception du calcul mis en œuvre. Même dans les instruments les plus anciens, cette structure peut être appréhendée de deux points de vue. Celui de la conception technique du fonctionnement effectif de la machine et celui de son utilisation. L'usage de techniques de calcul non écrits, calcul sur les doigts, ou d'instruments de calcul, bâtons de bambou ou d'ivoire, cordes à nœuds, et le calcul écrit ont connu un développement parallèle, mais il est bien difficile de discerner lequel est le plus ancien. En effet, l'écriture est restée longtemps une activité de spécialistes qui se servaient de supports, tablettes d'argile ou de cire, pierre, tout à fait inadaptées au calcul. Les premières formes du calcul écrit utilisaient des substituts de ces supports, tracer des chiffres sur du sable au moyen d'une baguette, bâtonnets disposés en forme de signes correspondant aux chiffres. On pouvait ainsi calculer en effaçant les résultats intermédiaires. Mais l'abaque, qui s'est imposé dans le monde de l'Antiquité vers le début de l'ère chrétienne, a éclipsé jusqu'aux techniques de calcul écrit en usage. Il paraît donc justifié de présenter cet instrument en premier. L'abaque et ses dérivés. Le mot provient du grec abax, tablette, lui-même issu de l'hébreu abk, poussière. Il a dessiné des instruments fort différents selon les époques, depuis la simple tablette couverte de poussière, où l'on traçait les chiffres au moyen d'une baguette, jusqu'aux différents bouliers. On a même appelé abaque tout instrument ou méthode de calcul. Au XIXe et au début du XXe siècle, les tables d'abaque étaient des tables graphiques de fonctions numériques utilisées pour abréger les calculs scientifiques. À l'origine, l'abaque était une tablette recouverte de sable sur laquelle, à l'aide d'une baguette, on traçait des croix sur des lignes parallèles horizontales ou verticales. Puis, l'abaque à boule est apparu. Les lignes y sont matérialisées par des tiges de bois sur lesquelles évoluent des boules. Le boulier européen en est un exemple particulier. Le principe d'utilisation de ces divers instruments est le même. Chaque ligne représente une puissance dans la base choisie, par exemple les unités, dizaines ou centaines dans la base décimale, et le nombre de boules déplacées ou de croix tracées sur la ligne représente le chiffre dans cette puissance. Utilisée en général dans le système décimal, l'abaque a été adaptée à tous les systèmes, y compris aux bases variables des anciens systèmes d'unités encore en usage dans certains pays anglo-saxons. L'utilisation de l'abaque. L'abaque est l'aide au calcul la plus ancienne.
S'il permet de réaliser des multiplications, il est surtout adapté à l'addition et à la soustraction. Le calcul à la plume, avec la notation positionnelle, a rapidement été adopté par les mathématiciens et les astronomes. Mais l'usage de l'abaque s'est perpétué longtemps dans le calcul commercial et financier. La Révolution française a interdit son usage dans les écoles et dans l'administration. Différentes méthodes de calcul sont possibles, mais toutes reposent sur le même principe. L'abaque, le plus populaire en Europe occidentale, était une table marquée de traits horizontaux représentant les différentes puissances de 10. Des jetons, d'où le nom table à jet, peuvent être placés sur les lignes et entre celles-ci. Sur les lignes, les jetons valent une unité de chaque puissance, entre deux lignes, 5 unités de la puissance inférieure. Il ne doit donc pas y avoir plus de 4 jetons sur une ligne et plus d'un jeton entre deux lignes. Les lignes correspondant à 1000, 1 million, etc. sont marquées d'une croix. Une addition s'effectue en posant d'abord les nombres à additionner, puis en faisant la somme des jetons ligne par ligne, et enfin en faisant les reports pour ne pas dépasser le nombre maximum de jetons autorisés. La soustraction est évidemment l'opération inverse. L'origine de cet instrument est mal connue. L'abaque de sable est probablement d'origine hébraïque. Son usage était répandu de l'Égypte à Rome dès l'Antiquité. Quant à l'abaque à boules, on hésite encore entre l'Inde, la Perse et d'autres pays. L'abaque à boules, qui permet des calculs rapides, a évolué vers 3 formes. L'abaque chinois, qui comporte sur chaque colonne 5 boules valant 1 dans la partie inférieure appelée terre, et 2 boules valant 5 dans la partie supérieure appelée ciel. L'abaque japonais, qui ne comporte qu'une boule dans le ciel, et le boulier européen, qui comporte 10 boules de valeur 1, utilisées aujourd'hui principalement en URSS. L'apparition de l'abaque chinois remonte au moins à 1175, sans doute bien avant, celle du boulier japonais au XVIe siècle et celle du boulier européen au moins au XVIe siècle en Russie. L'abaque de poussière a évolué vers la table de calcul percée de trous alignés dans lesquels on disposait des jetons. C'était l'instrument de calcul de base au Moyen Âge et à la Renaissance en Europe de l'Ouest, aussi bien pour les seigneurs que pour les marchands qui en installaient une sur leur comptoir. La diffusion et la longévité de l'abaque s'expliquent par la simplicité de sa construction et de son utilisation qui nécessite seulement des opérations faciles obéissant à des règles élémentaires sans mémorisation de table. Le calcul écrit. Les méthodes de calcul écrit ont considérablement varié à travers les époques et les cultures. Chez les Grecs anciens, la liste des opérations de base était différente de la nôtre. À nos 4 opérations, ils ajoutaient le doublement et la prise de la moitié. Le champ d'application des opérations a également varié selon qu'on s'intéressait au nombre entier, aux fractions ou aux nombres décimaux, comme nous le faisons aujourd'hui. Enfin, les systèmes de numérotation eux-mêmes ont changé jusqu'à ce que la numérotation décimale s'impose et que la naissance des ordinateurs remette à l'honneur le calcul binaire. Il n'est pas possible de retracer ici l'ensemble de l'histoire du calcul écrit, mais certains aspects ont une particulière incidence sur la formation des concepts du calcul automatique. Du point de vue le plus rudimentaire, on peut chercher à définir une opération dans les termes d'une opération plus simple. Ainsi, on peut considérer que l'addition A plus B consiste à compter B fois à partir du nombre A, ou que la multiplication A fois B consiste à additionner B nombres valant tous A. Les instruments de calcul les plus simples, calcul sur les doigts, corde à nœud, ramènent l'addition à un décompte chiffre à chiffre. Pour la multiplication, il a fallu attendre les machines de Leibniz vers 1670. La méthode par addition répétitive trouvait là une application technique dont on retrouve l'usage dans les machines à calculer mécaniques jusqu'en 1889. Il existe d'autres méthodes pour effectuer les opérations de base. Elles consistent à appliquer séparément l'opération à chaque chiffre objet de l'opération et à recomposer les résultats partiels ainsi obtenus
afin de calculer le résultat final. C'est le principe de l'addition ou de la soustraction avec retenue, et celui de notre méthode courante de multiplication. Pour la division ou l'extraction de racines carrées, on utilise des groupes de chiffres au lieu d'opérer sur un chiffre à la fois. Le plus ancien instrument de calcul à fonctionner chiffre à chiffre, l'ABAC, a influencé les techniques de calcul écrit. Comme il était très laborieux d'effectuer sur l'ABAC la multiplication par addition successive, les mathématiciens de l'Antiquité ont adopté la technique du doublement. Première forme de calcul binaire, opération binaire sur des nombres en base décimale. La méthode du doublement. La méthode que nous utilisons aujourd'hui pour effectuer une multiplication sur le papier date de la Renaissance. Pourtant, en Égypte, dès la période pharaonique, on savait effectuer une multiplication grâce à la méthode du doublement. Celle-ci permet d'effectuer une multiplication sans connaître les tables de multiplication, ni la notation positionnelle grâce à deux opérations simples, le doublement d'un nombre et l'addition ou la soustraction. Par exemple, pour multiplier 14 par 19, le calcul se présente de la façon suivante. 19, 1 fois 19 égale 19, de 38, soit 2 fois 19 égale 38, 4. 76, 4 fois 19 égale 76, 8, 152, 8 fois 19 égale 152, 16, 304, 16 fois 19 égale 304. Cette méthode, avec différentes variantes, restait fort en vogue à la Renaissance et était encore largement utilisée en Russie au début de notre siècle. Les mathématiciens indiens et surtout Bhaskara vers 1150 ont exploré systématiquement toutes les méthodes d'opération. Leur travail est parvenu en Occident par l'intermédiaire des Arabes et grâce à la Summa de l'italien Pacioli, 1494. Pacioli décrit par exemple 8 méthodes différentes pour la multiplication, presque toutes utilisées à un moment ou à un autre dans la conception de machines à calculer, telles la multiplication en croix de la machine de Boole, ou la multiplication dite à jalousie, Gelosia, treillis, qui est la base des réglettes à multiplier de Napier. Les méthodes de calcul écrit formaient donc un vaste réservoir dans lequel les inventeurs de machines à calculer élémentaires ont largement puisé. Mais la découverte d'une méthode et son application technique sont souvent séparées de plusieurs siècles. Le secteur de Galilée. Les calculettes électroniques ont aujourd'hui relégué au musée les règles à calcul. Celles-ci ont en leur temps, à partir de l'invention des logarithmes par Napier en 1611, progressivement remplacé le premier instrument mécanique de calcul, le secteur. Celui-ci ressemble au compas, mais son objet est différent. Le compas donne une proportion, le secteur sert à déterminer une valeur de variable. Le premier secteur à calcul connu est le compas militaire de Galilée qui date de 1597. Ses ancêtres sont deux instruments assez différents inventés par un autre Italien, Tartaglia, près de 60 ans auparavant. Il s'agit d'une part d'un clinomètre qu'on glissait dans la bouche des canons et qui permettait de visualiser l'angle de tir, et d'autre part d'un carré qui aidait l'artilleur à déterminer la hauteur et la distance des cibles. Galilée a combiné ces deux fonctions dans le même instrument, y ajoutant des échelles pour déterminer le diamètre de boulets de même poids, mais de différentes matières, la surface de polygones réguliers, etc. Un certain nombre des problèmes pris en compte peuvent paraître triviaux aujourd'hui, mais il faut se rappeler qu'à l'époque, la majorité des gens étaient incapables d'une simple multiplication ou division. De l'astrolabe au secteur de Galilée. L'astrolabe n'est pas un instrument de calcul, mais de mesure qui permet de déterminer la position angulaire d'une étoile. Son origine remonte aux astronomes grecs de l'Antiquité.
Son étude est d'un intérêt extrême, car il a donné naissance à une série de dispositifs de calcul, le cadran, le compas et plus tard le secteur, forme plus élaborée du compas. L'astrolabe lui-même s'est beaucoup perfectionné sous diverses versions, astrolabe sphérique ou armille, astrolabe plan, jusqu'aux chefs-d'œuvre d'orfèvrerie des XVIe siècle et XVIIe siècle. En 1597 et 1598, Galilée a réuni dans un seul instrument le secteur de Galilée, dont nous venons de parler juste avant, les possibilités de calcul de toute une série d'instruments que ses assistants étaient allés étudier jusqu'en Allemagne. Les secteurs permettent de calculer les valeurs de fonctions particulières à une ou deux variables. Par exemple, la quantité de poudre à mettre dans un canon en fonction de son diamètre et du métal composant le boulet ou encore la longueur du côté d'un polygone quelconque pouvant s'inscrire dans un cercle de rayons donné, utile en architecture militaire. Une des deux variables évolue continuellement en fonction de l'écartement des branches du secteur et l'autre prend des valeurs qui correspondent aux graduations dessinées sur les branches du compas. Le secteur n'a pas connu la même diffusion que les machines à opération de base, addition, multiplication, etc., mais il a permis d'effectuer des calculs beaucoup plus complexes. Réglettes et règles de calcul. Réglettes et règles à calcul sont formées de pièces de bois graduées qui coulissent les unes sur les autres. Les réglettes à additionner, instruments rudimentaires, sont apparus au XVIe siècle et peut-être plus tôt. Chacune des deux réglettes porte une graduation numérique simple. Pour additionner 8 et 5, par exemple, on plaçait le 0 de la deuxième réglette en face du 8 de la première, et on lisait le résultat en face du 5 de la deuxième réglette. Leur utilité se limitait aux additions et soustractions répétées portant sur des petits nombres, mais elles ont établi le principe technique des règles coulissantes. Les réglettes à multiplier ou réglettes de Napier ne doivent pas être confondues avec les règles à calcul basées sur le travail mathématique de Napier, logarithme. Il s'agit de réglettes, 4, 6 suivant les cas, portant les colonnes de la table de Pythagore. Elles permettent d'appliquer les méthodes de la multiplication écrite sans mémoriser les tables de multiplication. Conçues en 1617, elles ont connu un grand succès, atteint jusqu'au Japon. Elles étaient encore en usage sous une forme un peu modifiée au début du XXe siècle. Leur invention, comme celle du secteur de Galilée, témoigne de l'intérêt des mathématiciens pour la fourniture d'instruments de calcul utiles aux non-mathématiciens. C'est John Napier, parfois orthographié Neper, 1550-1617, qui a formulé en 1614 la théorie mathématique des logarithmes. Celle-ci permet d'effectuer la multiplication de deux nombres en additionnant leurs logarithmes et réciproquement la division par soustraction des logarithmes. Napier n'a pas eu le temps de réaliser l'application technique de sa découverte, et c'est Edmund Gunther qui en 1620 a tracé la première échelle logarithmique sur une ligne. Dès lors, il suffisait de reprendre le principe des réglettes à additionner en remplaçant la graduation numérique par une échelle logarithmique pour obtenir un puissant instrument de calcul destiné à la multiplication et à la division. Fabriqué en 1622 par William Oughtred, cet instrument devait être perfectionné jusqu'au XIXe siècle. Réglette mobile entre deux réglettes fixes en 1654, retour à la forme circulaire de la règle à calcul au XVIIIe siècle, puis de nouveau à la forme linéaire au XIXe siècle, ajout d'échelles pour les puissances et les fonctions trigonométriques, etc. Jusqu'en 1960, la règle à calcul est restée l'outil de base de l'ingénieur. Son manque de précision introduit une erreur relative de l'ordre de 1 millième pour les instruments modernes. Réglettes et règles à calcul contraignaient leur utilisateur à suivre mentalement les opérations effectuées. Avec les machines mécaniques ultérieures, il n'y avait plus qu'à introduire les arguments des calculs et à servir de moteur. Enfin, apparurent des instruments vraiment automatiques ou programmables. Machine mécanique à additionner. En 1623, un artisan allemand, Wilhelm Schickard, construisait pour l'astronome Johann Kepler une machine mécanique à additionner.
Cette machine a été détruite quelques années plus tard dans un incendie et l'on n'a retrouvé sa trace que récemment, grâce au dépouillement des notes de Kepler. Malgré plusieurs reconstitutions, les détails de son fonctionnement restent incertains. On sait qu'elle comportait un dispositif de report automatique de la retenue pour les additions, mais peut-être présentait-elle déjà plusieurs des innovations qui apparaîtront en 1645 dans la machine de Pascal. Cette dernière repose sur un principe de fonctionnement simple, mais elle possède plusieurs caractéristiques d'une grande importance pour la formation des concepts de l'informatique. Outre le principe du report automatique de la retenue, on y trouve également la distinction entre l'organe d'entrée des nombres arguments des opérations, inscripteur, et celui qui contient les résultats, chiffreur. Dans l'ABAC, en revanche, l'introduction des nombres se fait en manipulant directement la représentation du résultat. Qui plus est, la machine de Pascal utilise l'arithmétique en complément A10 pour effectuer la soustraction sans inverser le sens de propagation de la retenue, et elle place les compléments sur l'inscripteur pour faciliter cette opération. Tous ces éléments témoignent de l'extrême qualité de la réflexion mise en pratique par Pascal, qui a conduit ou fait construire plus de 50 versions de sa machine avant d'en être satisfait. Blaise Pascal, 1623-1653, a conçu cette machine pour alléger le travail de comptabilité de son père. Intendant en Normandie, il devait obtenir un privilège royal pour la faire fabriquer et mettre en vente. Plusieurs exemplaires ont pu ainsi être conservés. La conception même de la machine porte trace de son usage comptable, puisque certaines roues présentent, comme dans les bouliers russes, 12 ou 20 dents au lieu de 10, pour l'adapter aux unités monétaires. Fonctionnement de la machine de Pascal. Le principe de base en est simple. Prenons une roue mobile autour d'un axe et portant 10 dents numérotées de 0 à 9, avec un index fixe. Pour faire une addition, par exemple 3 plus 5, il suffit de tourner la roue de 3 unités à partir de 0, puis de 5 unités à partir de la position précédente. Le résultat se lit sous l'index, qui est passé de 0 au début de l'opération à 8. La difficulté dans la construction d'une machine commode est de séparer la lecture de l'enregistrement et d'assurer le report quand la somme est supérieure à 10. La machine de Pascal comprend une première rangée de cadrans formés de roues mobiles à 10 rayons. Au-dessus des roues se trouve une jante fixe, numérotée de 0 à 9. On glisse un stylet entre les rayons en face de la valeur de la jante correspondant au chiffre que l'on inscrit et on le fait tourner jusqu'à un butoir. Le mouvement est transmis à une autre roue qui, elle, porte des chiffres. Le résultat est immédiatement affiché dans une lucarne. Le report est assuré par un cliquet qui fait avancer d'une unité la roue située immédiatement à gauche de celle qui repasse par le 0. La machine ne peut effectuer que des additions. Cependant, Pascal a prévu, pour les soustractions, le passage par le complément à 9. Le déplacement d'un volet fait apparaître sur les roues de l'affichage les valeurs du complément à 9. On fixe ainsi le premier nombre, puis l'on remet le volet dans la position habituelle et il suffit d'additionner à ce complément le nombre que l'on veut soustraire. Le résultat s'affiche de la manière habituelle. Les multiplications se font par une série d'additions. Machine mécanique à multiplier. En 1671, Gottfried Leibniz, 1646-1716, construisait un modèle qui a fondé les principes de base des machines mécaniques à multiplier pour les 2 siècles à venir. Pour que sa machine parvienne à effectuer la multiplication par addition répétitive et décalage, Leibniz a étudié la machine de Pascal, y apportant 2 innovations. D'un point de vue conceptuel, le multiplicand était mémorisé de façon à pouvoir s'additionner répétitivement à soi-même. D'un point de vue technique, le support des nombres ne consistait plus en roue dentée comme dans la machine de Pascal, mais en tambour à dents de longueur inégale, la rotation de la plus grande dent permettant le report automatique de la retenue. Pour réaliser la multiplication, on introduit le multiplicand dans l'entraîneur et chaque tour de manivelle l'additionne une fois au totaliseur.
La division par soustraction répétitive se fait en inversant le sens de rotation des tambours au moyen d'un levier. Notons que dans le cas de la division, le résultat n'est pas inscrit dans la machine et l'utilisateur doit mémoriser le nombre de tours de manivelle effectués. La machine de Leibniz, d'utilisation difficile, n'a jamais fonctionné de façon pleinement satisfaisante. Néanmoins, la mémorisation interne de l'argument d'une opération constituait un progrès déterminant. Leibniz, philosophe du calcul et inventeur. Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646-1716, est l'un des grands penseurs de son temps. La logique, les mathématiques, la mécanique, la géologie, le droit, la théologie, l'histoire, la généalogie, la linguistique, autant de domaines dans lesquels sa contribution a été marquante. En plus de son activité scientifique, il était un diplomate très actif au service de plusieurs princes allemands. Dans le domaine des mathématiques, sa contribution la plus importante est sans doute l'invention du calcul infinitésimal en même temps que Newton. C'est toujours la notation de Leibniz que nous utilisons. Son traité sur l'art combinatoire, rédigé à 20 ans, est souvent considéré comme un des ouvrages fondateurs de la logique moderne. Il est certain que George Boole s'en est inspiré au siècle dernier pour établir les règles logiques qui régissent en grande partie le fonctionnement des ordinateurs. En 1820, Thomas de Colmar, financier fondateur de compagnies d'assurance, a construit son arithmomètre, première machine à 4 opérations fiables. En 70 ans, elle allait être commercialisée sous différentes formes à près de 1000 exemplaires et connaître divers perfectionnements. Introduction des nombres par touche d'entraînement évitant l'usage de la manivelle et les décalages, puis utilisation de l'électricité. En 1889, Léon Bollé fabriquait une machine capable de multiplier par produit partiel et non par addition répétitive. Otto Steiger a repris ce principe dans sa machine La Millionnaire, mais la complexité de ces plaques de multiplication a fait obstacle à la diffusion de machines utilisant cette méthode. Divers dispositifs de contrôle permettant l'automatisation de la division ont été conçus par Babbage, puis par Reichnitzer, brevet de 1904 appliqué dans la machine Madas en 1914. Torres y Quevedo a mis au point un mécanisme électromagnétique qui constitue un exemple intéressant d'utilisation d'opérations conditionnelles dans une machine à calculer. La division est effectuée par soustraction successive et s'arrête automatiquement lorsque le résultat obtenu est plus petit que le diviseur. Citons encore le Polonais Abraham Stern, inventeur d'une machine qui effectuait dès 1817 l'extraction de racines carrées. La division du travail dans le calcul. Les grandes tables de fonctions logarithmiques et trigonométriques conçues par de Prony ont permis d'introduire dans l'exécution d'un calcul un principe de division du travail, qui organise dans le temps des tâches de complexité variable. Cette conception du calcul n'a pas été appliquée aux machines par de Prony lui-même, mais elle a grandement contribué à l'élaboration de l'idée de calcul programmé. Elle a permis à Charles Babbage de concevoir en détail sa machine à différence, destinée à effectuer des calculs de tables de fonctions numériques semblables aux grandes tables. Nous avons exposé précédemment métier à tisser et automates programmables. Nous avons exposé précédemment ce que les premières ébauches de l'idée de programme doivent aux automates et machines automatiques. Du point de vue structurel, ces machines se caractérisent par la mise à part du support de leur programme. Arbre à cames, cylindre à picot, ruban ou carte perforée. Cette séparation posait bien sûr le problème des transmissions du programme vers les organes actifs de la machine. Ce problème était facile à résoudre par des moyens purement mécaniques dans le cas du métier jacquard dont les mouvements sont limités, lever ou ne pas lever le cadre. Mais il a longtemps retardé le développement des machines programmables. Suite au prochain épisode.